Par une matinée du 6 février 2019, un avion privé devait décoller de la Virginie-Occidentale à destination d'une banque située à Lynchburg, en Virginie. À son bord devait prendre place un père de 2 enfants âgés de 38 ans, nommé Michael Cochran. Michael était convaincu qu'il allait enfin voir l'argent. L'argent provenant de contrats gouvernementaux dont sa femme lui parlait depuis des années. L'argent qui prouverait enfin que leur entreprise était bien réelle. Mais ce vol n'a jamais eu lieu. Ce matin-là, sa femme l'a annulé. Quelques heures plus tard, Michael était retrouvé inconscient sur le sol de la cuisine de leur maison. Le 11 février, il était mort. Il faudra des agents fédéraux, une fraude de type Ponzi estimée à 2,5 millions de dollars, l'exhumation de son corps et le témoignage d'un médecin légiste prêt à qualifier son décès d'homicide pour répondre à la question qui hantera sa famille pendant près de 6 ans. Que s'est-il réellement passé avec Michael Cochran? Ce n'est pas seulement une affaire de meurtre. C'est l'histoire d'un homme qui a passé 19 ans à construire une vie avec une femme qui, depuis le début, lui mentait surtout. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez jusqu'où elle était prête à aller pour empêcher que la vérité n'éclate. Michael Brandon Cochran est né le 23 décembre 1980 à Beckley, en Virginie-Occidentale, de Michael Edward Cochran et Donna Bolt. Il a grandi dans le comté de Raleigh, au cœur des Appalaches, une région où tout le monde semble connaître tout le monde et où la réputation compte presque autant que l'argent. Élevé principalement comme enfant unique, Michael a vu son beau-père, Ed Bolt, entrer dans sa vie lorsqu'il avait environ 8 ans. Les deux hommes ont rapidement développé une relation très forte qui durera jusqu'à la fin de la vie de Michael. Dès son plus jeune âge, Michael était passionné par les activités physiques. Il pratiquait le baseball, le basketball et le football américain. Vers l'âge de 10 ou 11 ans, il reçut son premier jeu d'haltères. Au lycée, il remporta même la première place d'une compétition de force athlétique. Le sport et la condition physique faisaient partie intégrante de son identité. Ce détail prendra plus tard une importance particulière puisqu'il deviendra un élément central lors du procès concernant sa mort. Vers l'âge de 17 ans, Michael fit la connaissance d'une jeune femme nommée Nathalie Jessup, apparemment dans un magasin d'articles de sport où elle travaillait. Tous deux s'inscrivirent ensuite à l'Université de Virginie-Occidentale. Michael étudiait les technologies de l'information, tandis que Nathalie suivait des études de pharmacie. En novembre 1999, durant leur premier semestre universitaire, ils se fiancèrent. Ils se marièrent en mai 2000. Après leur mariage, Michael et Nathalie s'installèrent à Daniels, en Virginie-Occidentale, et commencèrent à bâtir ce qui semblait être une vie parfaitement normale. Michael travaillait dans le domaine des technologies de l'information, notamment sur des systèmes de câblage et de réseaux coaxiaux. Nathalie devint pharmacienne diplômée, une profession très respectée dans leur communauté qui lui accordait immédiatement une grande crédibilité auprès de tous ceux qui la connaissaient. Le couple eut 2 enfants, une fille, Nicole, et un garçon, Ashton. Mais pour ceux qui connaissaient réellement Michael, son métier ne définissait pas qui il était. Ce qui le caractérisait avant tout, c'était son rôle de père et son engagement auprès des jeunes sportifs. Michael entraînait des équipes de football américain et de baseball. C'était le genre d'entraîneur que tous les parents souhaitaient voir au bord du terrain, toujours présent, profondément investi, non seulement pour ses propres enfants, mais aussi pour ceux des autres. Un ami de la famille raconta qu'après le décès du père d'un jeune garçon de leur communauté, Michael avait pris l'enfant sous son aile. Il l'emmenait à la pêche, le conduisait aux entraînements et lui offrait la présence paternelle stable dont il avait été privé. Voilà qui était Michael Cochran avant que tout ne bascule. Un mari, un père, un entraîneur. Pendant 17 ans, sa vie suivit ce cours paisible, sans qu'aucun signe ne laisse présager la tragédie qui approchait. Tout commença à changer en 2017. Cette année-là, Michael et Nathalie s'associèrent à une nouvelle entreprise appelée Tactical Solutions Group, plus connue sous le nom de TSG. Sur le papier et surtout sur son propre site Internet, TSG se présentait comme une entreprise sérieuse spécialisée dans les contrats gouvernementaux. Elle affirmait fournir du matériel au département de la Défense des États-Unis. Une seconde société, Technology Management Solutions, fonctionnait parallèlement. Nathalie quitta son emploi de pharmacienne pour diriger l'entreprise à plein temps et en devint l'actionnaire majoritaire, tandis que Michael n'en détenait qu'une participation minoritaire. Aux yeux de leur famille et de leur entourage, il s'agissait d'un nouveau départ prometteur. Nathalie, pharmacienne respectée de la communauté, semblait désormais réussir dans le secteur très lucratif des contrats gouvernementaux. Pourtant, selon les enquêteurs, Tactical Solution Group n'obtiendrait jamais le moindre contrat fédéral ou étatique. Technology Management Solutions avait bien décroché 2 contrats avec l'État, mais ceux-ci furent finalement annulés par les autorités de Virginie-Occidentale
en raison de retards répétés. L'image prestigieuse d'une entreprise travaillant pour la défense nationale reposait donc pratiquement sur du vide. Mais Nathalie racontait une toute autre histoire. Selon Nathalie, le modèle économique de l'entreprise était inspiré du film War Dogs, qui raconte l'histoire de jeunes entrepreneurs ayant fait fortune grâce aux contrats militaires américains. Pour les amis, les proches et les investisseurs potentiels qui connaissaient Nathalie et Michael depuis des années, cette explication paraissait crédible. Ils leur faisaient confiance. L'occasion semblait unique. Les investissements commencèrent à affluer. Nathalie convainquit au moins 11 personnes d'investir un total d'environ 2,5 millions de dollars dans l'entreprise. Afin de rendre ses promesses crédibles, les procureurs affirmeront plus tard qu'elle aurait utilisé des informations d'identité volées appartenant à des personnes liées au gouvernement et à des institutions bancaires. Elle envoyait ainsi des courriels qui semblaient provenir de sources officielles et parfaitement légitimes. Il ne s'agissait plus simplement de mensonges racontés de vive voix. Tout un système de faux documents avait été mis en place. Le train de vie du couple renforçait encore davantage cette illusion de réussite. Les Cochran finirent par posséder 3 maisons. Ils achetèrent de plusieurs motos ainsi qu'une Shelby Cobra de 1965 de collection. Ils partirent également en vacances à Paris et à Hawaï. Lors d'une demande de prêt de 100 000 $, Nathalie et Michael déclarèrent eux-mêmes que leur entreprise possédait plus de 500 millions de dollars d'actifs. Bien avant que cette immense fraude ne soit révélée, un premier signal d'alarme était pourtant apparu. Nathalie occupait le poste de trésorière d'une ligue locale de baseball pour les jeunes lorsqu'après une collecte de fonds, certains membres commencèrent à soupçonner que de l'argent avait disparu. Un détective privé nommé James Quisenberry découvrit que des achats avaient été effectués dans des enseignes comme TJ Maxx et Olive Garden avec des fonds destinés au programme sportif des enfants. Nathalie ne fut jamais poursuivie pénalement dans cette affaire. Mais ses soupçons laissèrent une impression durable chez plusieurs personnes. Un détail est essentiel pour comprendre le rôle joué par Michael dans tout ce qui allait suivre. Selon les enquêteurs, Michael Cochran ignorait totalement que l'entreprise était une fraude. Il participait bien aux recherches de contrats sur lesquels la société pouvait soumissionner, mais, d'après le témoignage d'un ancien enquêteur, c'était pratiquement toute l'étendue de son implication. Les mêmes mensonges que Nathalie racontait aux investisseurs, elle les racontait aussi à son propre mari. À partir de 2018 et au début de l'année 2019, les premières fissures commencèrent toutefois à apparaître. Les investisseurs qui avaient confié leurs économies ou leurs retraites réclamaient des explications, et Michael lui aussi commençait à poser des questions. Des messages textes examinés plus tard par les enquêteurs montrent qu'il réalisait progressivement que certains éléments de l'entreprise ne correspondaient pas à ce qu'on lui avait raconté. Il ne comprenait notamment pas pourquoi les investisseurs affirmaient avoir versé des sommes bien plus importantes que celles dont Nathalie lui avait parlé. Michael ne cherchait pas à enquêter contre sa femme. Il posait simplement des questions en tant que mari et associé. Il croyait sincèrement que l'entreprise existait réellement et que l'argent était quelque part. Il voulait seulement comprendre pourquoi ces fonds étaient toujours retardés. Selon la théorie développée plus tard par l'accusation, Nathalie trouva alors une solution. Elle organisa un voyage. Tous deux devaient prendre un avion privé pour Lynchburg, en Virginie, afin de rencontrer des responsables d'une banque et d'accéder enfin aux fonds supposément liés aux contrats gouvernementaux. Un pilote fut réservé. D'après le témoignage de Christopher Davis, un ami proche de Michael, celui-ci était véritablement enthousiaste. Il croyait que cette journée lui apporterait enfin toutes les réponses. Il était persuadé qu'il allait voir les preuves que l'entreprise bâtie par sa femme était aussi prospère qu'elle l'avait toujours affirmé. Le vol était prévu pour le matin du 6 février 2019. Pourtant, ce même matin, Nathalie envoya un message au pilote pour annuler le voyage. Pendant que ce vol n'aurait jamais lieu, un autre drame était déjà en train de se dérouler à l'intérieur de la maison des Cochran. Un drame dont la véritable signification ne serait comprise que plusieurs années plus tard. Ce matin-là, une voisine nommée Jennifer Davis témoignera plus tard que Nathalie lui avait expliqué qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle avait besoin d'insuline. Jennifer prépara un sac contenant de l'insuline et demanda à son mari de le déposer chez les Cochran sur le chemin de son travail. D'après Jennifer, Nathalie lui avait affirmé que cette insuline était destinée à son propre usage. À 12h21, Nathalie envoya un message à un entrepreneur nommé Jason Bowen pour lui demander de venir chez elle, expliquant que Michael était très malade. Lorsque Bowen arriva, il trouva Michael allongé, inconscient, sur le sol de la cuisine. Nathalie lui demanda de l'aider à transporter Michael jusqu'au canapé. Bowen témoignera plus tard que Michael ne réagissait absolument pas lorsqu'on lui parlait.
Il tenta même un frottement sternal, une manœuvre consistant à exercer une forte pression avec les jointures sur le sternum afin de provoquer une réaction chez une personne inconsciente. Même cette douleur intense ne provoqua aucune réaction. Après la livraison de l'insuline, Nathalie envoya à Jennifer Davis une photographie montrant Michael inconscient sur le sol de la cuisine. Jennifer décrira cette image comme particulièrement choquante. Peu après, d'autres personnes arrivèrent au domicile. Parmi elles se trouvait Stephanie Hamilton, assistante médicale et amie très proche de la famille. En voyant Michael totalement inconscient, elle déclara immédiatement qu'il devait être examiné par un professionnel de santé. Elle proposa même d'accompagner Nathalie afin de l'emmener sans attendre à l'hôpital. Selon son témoignage, Nathalie répondit que Michael avait simplement besoin de dormir et qu'il irait mieux après un peu de repos. Christopher Davis, le même ami avec qui Michael avait parlé du voyage prévu à Lynchburg, se rendit également sur place. Lui aussi trouva Michael allongé sur le canapé, incapable de parler ou de réagir au moindre stimulus. Christopher insista avec fermeté pour que Michael soit transporté immédiatement à l'hôpital. À ce moment-là, plusieurs heures s'étaient déjà écoulées depuis son effondrement. Plusieurs personnes l'avaient vu inconscient. Plusieurs personnes avaient demandé qu'il reçoive des soins médicaux d'urgence. Et pourtant, ce ne fut que plus tard dans la journée que Michael arriva enfin à l'hôpital. À son admission, son taux de glucose sanguin n'était que de 21. Pour mesurer la gravité de cette valeur, un taux de sucre aussi bas n'est pas seulement dangereux, il est potentiellement mortel. L'assistante médicale qui suivit cette affaire expliquera plus tard qu'aucune personne ne devrait présenter une glycémie aussi faible. À ce niveau, un patient est généralement plongé dans le coma et lutte pour survivre. Lorsque les médecins examinèrent Michael, les lésions cérébrales avaient déjà commencé. Il souffrait d'un œdème cérébral, un important gonflement du cerveau provoqué par cette chute catastrophique et prolongée de sa glycémie. Michael ne reprit jamais connaissance, il fut transféré en soins palliatifs. Les médecins savaient qu'il n'y avait plus aucun espoir de guérison. Le gonflement de son cerveau était devenu irréversible. La possibilité d'une intervention efficace avait disparu bien avant qu'il ne reçoive enfin une véritable prise en charge médicale. Le 11 février 2019, Michael Brandon Cochrane s'éteignit à l'âge de 38 ans. À ce moment-là, pour la plupart des personnes extérieures à l'enquête, sa mort semblait être une tragédie médicale soudaine et inexplicable. Un homme relativement en bonne santé, un mari, un père et un entraîneur apprécié venaient de succomber à une chute catastrophique de sa glycémie. Sa disparition plongea sa famille et toute la communauté dans le deuil. Son avis de décès décrivait un homme qui aimait profondément la vie et qui consacrait une grande partie de son temps à entraîner les jeunes dans les sports qu'il affectionnait. Au lieu de fleurs, la famille demanda que des dons soient faits au programme de baseball de la Shady Spring Middle School, un dernier hommage à la passion de Michael pour le sport et pour les jeunes qu'il avait encadrés tout au long de sa vie. À cette époque, presque personne ne parlait d'un homicide. Dans les mois qui suivirent son décès, l'enquête financière menée discrètement sur les activités commerciales de Nathalie continua de progresser. Les investisseurs qui n'avaient jamais reçu les bénéfices promis réclamaient de plus en plus d'explications. Leurs plaintes finirent par attirer l'attention des autorités fédérales. En juin 2019, les enquêteurs exécutèrent un mandat de perquisition au domicile des Cochrane dans le cadre de l'enquête portant sur la fraude financière. Au cours de cette perquisition, ils découvrirent de l'insuline dans la maison. À ce moment-là, cette découverte ne conduisit pas immédiatement à la réouverture de l'enquête sur la mort de Michael. Cependant, elle fut soigneusement consignée dans le dossier, et les enquêteurs ne l'oublieraient jamais. En septembre 2019, Nathalie Cochrane fut officiellement inculpée de plusieurs infractions fédérales, notamment fraude électronique, fraude bancaire, fraude liée à une procédure de faillite et blanchiment d'argent. L'enquête révéla alors l'ampleur réelle de ce qu'elle avait construit. Selon les procureurs fédéraux, entre juin 2017 et au moins août 2019, Nathalie avait convaincu au moins 11 personnes d'investir environ 2,5 millions de dollars dans des contrats gouvernementaux largement exagérés ou totalement fictifs. L'ancien policier de l'État de Virginie-Occidentale, Timothy Bledsoe, témoignera plus tard d'un élément particulièrement troublant. Même après la mort de Michael, Nathalie continuait à rechercher de nouveaux investisseurs pour financer cette prétendue entreprise de contrats militaires. La fraude ne s'était donc pas arrêtée avec le décès de son mari. Elle s'était poursuivie. En 2020, Nathalie plaida coupable des accusations fédérales de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Dans le cadre de son accord avec la justice, elle accepta de rembourser près de 2,6 millions de dollars et de céder plusieurs biens, dont 2 propriétés immobilières, la Shelby Cobra de 1965, plusieurs autres véhicules, des bijoux ainsi qu'environ 45 000 dollars provenant d'un compte professionnel. En mars 2021,
Elle fut condamnée à 135 mois de prison fédérale, soit plus de 11 ans d'emprisonnement. Elle fut également condamnée à verser plus de 2,5 millions de dollars de restitution aux victimes. Pour le grand public, l'affaire semblait alors terminée. Une pharmacienne respectée s'était révélée être une escroc. Elle avait été jugée, condamnée et envoyée en prison. Mais les enquêteurs, eux, n'avaient jamais cessé de s'interroger sur l'insuline retrouvée dans la maison. En novembre 2021, alors que Nathalie purgeait déjà sa peine fédérale pour fraude, elle fut inculpée d'un chef d'accusation bien plus grave, le meurtre avec préméditation de son mari, Michael Cochran. L'affaire avança lentement devant les tribunaux. L'exhumation du corps, les analyses médico-légales complémentaires et de nombreuses requêtes déposées avant le procès retardèrent considérablement la procédure. 7 mois après son enterrement, le corps de Michael fut exhumé afin qu'une nouvelle autopsie puisse être réalisée. Le médecin légiste, le docteur Peter Kubitschek, procéda à cette autopsie après exhumation. Lors de son témoignage, il expliqua qu'il lui était impossible de déterminer avec certitude la cause exacte du décès. Après 7 mois de décomposition, les tissus ne permettaient de plus d'identifier d'éventuels points d'injection ni de confirmer directement la présence d'insuline. Cette conclusion, jugée non concluante, devint l'un des principaux arguments de la défense lorsque le procès s'ouvrit finalement en janvier 2025 devant le tribunal du comté de Raleigh. Les procureurs Tom Truman et Ashley Akers fondèrent leur dossier sur une théorie centrale. Selon eux, Nathalie avait tué Michael parce qu'il était sur le point de découvrir toute l'escroquerie. L'annulation du vol vers Lynchburg constituait, selon l'accusation, le moment décisif. Si Michael s'était rendu à la banque ce jour-là et avait constaté qu'aucun argent ne l'y attendait, toute la fraude se serait immédiatement effondrée, entraînant la chute de Nathalie. Les témoignages médicaux occupèrent une place essentielle pendant le procès. L'endocrinologue, la docteure Diane Kazer, expliqua que l'œdème cérébral avait déjà commencé avant même l'arrivée de Michael à l'hôpital. Selon son avis médical, une seule explication était compatible avec son état: l'administration d'insuline. Le médecin légiste, le docteur Paul Urib, alla encore plus loin. Il qualifia la glycémie de Michael, mesurée à seulement 21, de profondément anormale. D'après lui, Michael avait reçu une injection d'insuline et son décès devait être considéré comme un homicide. Le docteur Uribe reconnut qu'aucune preuve physique directe d'insuline ne pouvait être retrouvée plusieurs années après la mort, l'exhumation étant intervenue bien trop tard. Cependant, il affirma qu'il n'existait aucune autre explication médicale raisonnable pouvant justifier un état d'hypoglycémie aussi extrême et aussi prolongé chez un homme non diabétique jusque-là en bonne santé. Un spécialiste du FBI, Earl Gleim, témoigna ensuite au sujet d'un flacon d'insuline découvert au domicile des Cochran. Il expliqua que le bouchon en caoutchouc du flacon portait des traces indiquant qu'il avait été perforé par une aiguille. Un autre chimiste du FBI confirma que 2 des 3 flacons contenant un liquide retrouvé dans la maison correspondaient bien à leur étiquette, de l'insuline pour l'un et un stéroïde pour l'autre. En revanche, le contenu du 3e flacon ne correspondait pas à ce qui était indiqué sur son étiquette. Les enquêteurs révélèrent également que Nathalie avait donné plusieurs versions différentes des événements survenus le 6 février 2019. Dans une première déclaration, elle affirma que tous les deux étaient assis ensemble lorsque Michael s'était levé, était allé dans la cuisine, puis s'était effondré en se cognant la tête contre le plan de travail. Le lendemain, elle donna une autre version. Cette fois, elle expliqua que Michael dormait sur le canapé avant de se lever et de s'écrouler dans la cuisine. Elle déclara également que Michael s'injectait lui-même de l'insuline dans le dos. Pour l'accusation, ces récits contradictoires démontraient une volonté de dissimuler la vérité et constituaient un indice de culpabilité. La défense, représentée par les avocats Matthew Victor et Stanley Sheldon, ne contesta pas les crimes financiers. Selon eux, Nathalie avait peut-être menti et trompé des investisseurs, mais cela ne faisait pas d'elle une meurtrière. Les avocats cherchèrent plutôt à orienter les débats vers le mode de vie de Michael. Ils insistèrent sur sa passion pour la musculation, les compléments alimentaires et les produits destinés à améliorer ses performances physiques. La fille du couple, Nicole, témoigna que son père était obsédé par son apparence physique et qu'il consommait chaque jour une quantité impressionnante de compléments alimentaires. Elle décrivit des dizaines de comprimés soigneusement disposés sur le comptoir, formant un cercle de la taille d'une grande assiette. Les 2 enfants affirmèrent également que leur père utilisait des stéroïdes anabolisants. Ils évoquèrent des stéroïdes oraux qu'il aurait achetés au Mexique ainsi que des injections destinées à développer sa masse musculaire. La stratégie de la défense était simple. Peut-être que la mort de Michael avait été provoquée par les produits qu'il prenait ou par un problème de santé inconnu. Peut-être n'avait-elle absolument aucun lien avec Nathalie.
Les jurés ne furent pas convaincus. Le 29 janvier 2025, après moins de 2 heures de délibération, ils déclarèrent Nathalie Cochrane coupable de meurtre avec préméditation. Une délibération aussi courte fut interprétée par les procureurs et par la famille de Michael comme le signe que les preuves présentées par l'accusation avaient été particulièrement convaincantes. Il restait toutefois une dernière décision à prendre. Les jurés devaient déterminer si Nathalie bénéficierait ou non de la possibilité d'obtenir un jour une libération conditionnelle. En Virginie occidentale, une condamnation pour meurtre avec préméditation permet au jury d'accorder la clémence, ce qui ouvre la possibilité d'une libération conditionnelle après de nombreuses années de détention. À l'inverse, si cette clémence est refusée, la peine devient une réclusion à perpétuité sans aucune possibilité de libération. Cette phase du procès divisa profondément la famille. La mère de Nathalie, Daphné Jessup, supplia les jurés de faire preuve de compassion. Elle leur rappela que les 2 enfants de Nathalie avaient encore besoin de leur mère et expliqua que son mari Larry et elle-même n'étaient peut-être plus assez jeunes pour avoir la chance de revoir leur fille si toute possibilité de libération lui était refusée. Nicole prit également la parole. Elle décrivit sa mère comme sa meilleure amie et demanda aux jurés de lui permettre d'être présente lors des grands moments de leur avenir, comme les anniversaires ou la naissance de ses futurs enfants. Le fils de Nathalie adressa lui aussi un appel au jury. Il leur rappela que leur décision ne déterminerait pas seulement le destin de sa mère, mais aussi celui de toute leur famille. Les jurés commencèrent leur délibération sur cette question de la clémence à 15h53. À 17h18, ils revinrent avec leur décision. Aucune clémence. Nathalie Cochrane fut condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ses avocats déposèrent ensuite plusieurs requêtes afin d'obtenir son acquittement ou, à défaut, un nouveau procès. Ils soutenaient notamment que l'affaire aurait dû être jugée dans un autre comté et que certaines preuves n'auraient jamais dû être admises devant le jury. Le juge H. L. Kirkpatrick rejeta l'ensemble de ces demandes. Il conclut que le procès s'était déroulé de manière équitable et que le jury avait rendu son verdict en toute impartialité. Pendant 19 ans, Michael Cochrane a accordé sa confiance la plus totale à la personne qui partageait sa vie, jusqu'au jour où cette confiance lui a coûté absolument tout. Après des années d'enquête, d'analyse médico-légale et de procédures judiciaires, l'affaire Michael Cochrane arriva enfin à son point final dans l'opinion publique et dans les tribunaux. Le corps de Michael avait été exhumé plusieurs années après sa mort afin de tenter de clarifier les circonstances exactes de son décès. Mais le temps avait effacé une grande partie des preuves physiques exploitables. Le médecin légiste chargé de la nouvelle autopsie expliqua qu'il n'était pas en mesure de déterminer avec certitude une cause de mort définitive. La décomposition avancée empêchait toute identification fiable de traces d'injection ou d'éléments biologiques directement liés à une administration d'insuline. Cette absence de preuves matérielles directes devint un point central du débat judiciaire. Pour l'accusation, cela ne changeait pas la conclusion globale. L'ensemble des éléments médicaux et circonstanciels pointaient vers une hypoglycémie provoquée. Pour la défense, en revanche, cette incertitude était suffisante pour semer le doute raisonnable. Le procès se concentra alors sur une question simple mais déterminante. Michael Cochrane est-il mort naturellement ou a-t-il été délibérément empoisonné? Les experts médicaux présentés par l'accusation soutinrent que le niveau de glycémie observé à l'hôpital était incompatible avec une simple défaillance naturelle chez un homme non diabétique. Ils affirmèrent qu'un tel effondrement nécessitait une intervention externe, très probablement une injection d'insuline. Les spécialistes appelés par la défense maintinrent qu'aucune preuve directe ne démontrait une administration d'insuline et que d'autres facteurs, notamment la consommation de substances ou de compléments, ne pouvaient être totalement exclus. Mais au fil du procès, les incohérences dans les déclarations de Nathalie Cochrane pesèrent lourdement dans l'esprit des jurés. Ces différentes versions des événements du 6 février 2019 furent présentées comme des tentatives successives de reconstruction des faits. À cela s'ajoutait le contexte global de fraude financière massive qui renforçait l'image d'un schéma de tromperie généralisé. Le jury dut également examiner la question du mobile. Selon l'accusation, Michael Cochrane commençait à poser des questions de plus en plus précises sur l'entreprise et les fonds promis. Le voyage prévu à Lynchburg représentait un risque majeur pour Nathalie, car il aurait pu révéler l'absence totale de fonds réels. Pour les procureurs, c'est ce moment qui aurait déclenché le passage à l'acte. La défense, de son côté, maintenait qu'aucun lien direct n'avait été établi entre les difficultés financières de l'entreprise et la mort de Michael. Il soutenait que les hypothèses de l'accusation reposaient sur des suppositions et non sur des preuves matérielles directes. Mais à la fin des débats, le jury ne fut pas convaincu par cette version alternative. Après avoir délibéré, les jurés rendirent leur verdict final. Ils déclarèrent Nathalie Cochrane coupable de meurtre avec préméditation.
La décision fut rendue après une période de délibération extrêmement courte, ce qui fut interprété par les procureurs comme le signe que les preuves présentées avaient été jugées claires et convaincantes. Le procès entra ensuite dans la phase consacrée à la peine et à la question de la clémence. Les jurés devaient décider si Nathalie Cochrane pourrait un jour être éligible à une libération conditionnelle ou si elle passerait le reste de sa vie en prison sans aucune possibilité de sortie. La famille de Nathalie se présenta pour demander la clémence. Sa mère rappela aux jurés l'importance de la présence de Nathalie pour ses enfants et insista sur les conséquences humaines d'une condamnation sans possibilité de libération. Ses enfants prirent également la parole. Ils décrivirent leur mère comme une figure centrale de leur vie et demandèrent aux jurés de lui laisser une chance de revenir un jour auprès d'eux. De leur point de vue, la condamnation ne concernait pas seulement Nathalie, mais toute la structure familiale. Les jurés commencèrent à examiner cette question dans l'après-midi. Après un temps de délibération, ils revinrent avec leur décision finale. Ils refusèrent d'accorder la clémence. Nathalie Cochrane fut condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les recours déposés par la défense après le procès furent tous rejetés. Le tribunal estima que la procédure avait été équitable et que les preuves présentées justifiaient pleinement le verdict. Avec cette décision, l'affaire Michael Cochrane fut juridiquement close. Mais pour beaucoup, notamment les proches de la victime, les questions restaient douloureusement présentes. Comment un homme décrit comme en bonne santé, actif et engagé, a-t-il pu mourir ainsi en quelques heures? Et jusqu'où une personne peut-elle aller pour préserver un mensonge construit sur des années? L'histoire de Michael Cochrane demeure celle d'une confiance totale placée dans la mauvaise personne, une confiance qui, au final, lui coûta la vie.